Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. L'affaire Nordal-Lelandais commence avec la disparition d'une fillette lors d'un événement qui aurait dû être des plus heureux. À Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère, le samedi 26 août 2017, un mariage est célébré dans la salle des fêtes de la petite commune. Environ 200 personnes sont présentes. L'ambiance est joyeuse, insouciante, comme c'est habituellement le cas lors des mariages. Eddie et Anne-Laure fêtent leur alliance entourés de leurs amis, de leur famille et de leurs proches. Au vin d'honneur, ce sont plus de 300 personnes qui sont conviées. C'est la partie de la cérémonie qui regroupe le plus grand nombre d'invités. On y convie souvent des personnes un peu plus éloignées, des voisins, des collègues, et ces derniers ne sont pas prévus pour le reste de la cérémonie. Après ce vin d'honneur, la vraie célébration peut commencer. Les invités dansent, boivent, mangent et s'amusent. Les adultes se mêlent aux enfants qui courent un peu partout autour de la salle des fêtes. Une baby-sitter a été prévue pour s'occuper d'eux, et vers 1h30, on la remercie et on lui dit de rentrer chez elle. Les parents vont prendre le relais. À 2h46, alors que le DJ lance la chanson Cotton Eye Joe, une des invitées, Jennifer, se met à chercher Maëlys, sa fille qui est âgée de 9 ans. Elle souhaite partager ce moment avec elle. Mais Jennifer ne la trouve pas. Elle fait le tour de la salle des fêtes, demande à d'autres enfants s'ils l'ont vue, mais Maëlys est introuvable. Aux alentours de 3h du matin, Jennifer et Joachim, les parents de Maëlys, demandent au DJ de faire une annonce au micro. Tous les convives se mettent alors à sa recherche. Au début, personne n'est vraiment paniqué. Certes, il est déjà tard, mais on est dans une petite commune, entre personnes qui se connaissent. Ils pensent qu'ils vont retrouver Maëlys endormie dans un coin et qu'ils pourront reprendre la fête juste après. Mais pendant plus de 50 minutes, ils la cherchent sans la retrouver. La petite fille a disparu. À 3h57, les parents décident de prévenir les gendarmes. Ils se sentent complètement démunis et malgré le grand nombre de personnes qui les aident dans les recherches, ils ne parviennent pas à trouver leur fille. Les gendarmes arrivent sur place et se mettent à chercher eux aussi la petite Maëlys. Ils trouvent étrange qu'une enfant de 9 ans disparaisse lors d'un mariage. Ils fouillent tous les véhicules sur le parking de la salle des fêtes, interrogent les personnes encore présentes et récupèrent leurs coordonnées. Mais non, rien, personne n'a vu Maëlys depuis plus d'1 heure. Ils organisent immédiatement dans la nuit une battue dans la commune, mais ils ne trouvent rien. Maëlys de Arrojo est une petite fille de 9 ans qui est née le 5 novembre 2008. Elle vit dans le Jura avec ses parents et sa grande sœur Colline. Sa maman Jennifer est infirmière et son père Joachim est plombier. Tous les 4 sont arrivés le matin même à Pont-de-Beauvoisin pour assister au mariage de leur cousin Eddie. Maëlys a une vie tout à fait normale de petite fille de 9 ans. Elle est décrite comme joyeuse et assez prudente. Sur les photos, on voit une adorable petite fille brune. Pour l'occasion, elle porte une petite robe blanche et sa maman l'a coiffée avec des fleurs dans les cheveux. Le lendemain, le dimanche 27 août, il n'y a toujours aucune nouvelle de la petite fille. Un appel à témoins est lancé et des photos de Maëlys sont partagées. Les gendarmes commencent leur enquête et essayent dans un premier temps de reconstituer la soirée afin de savoir où, quand et avec qui Maëlys a été aperçue pour la dernière fois. À 2h40, les grands-parents de Maëlys lui proposent de rentrer avec eux. Mais la petite fille dit qu'elle veut rester s'amuser et qu'elle rentrera avec ses parents. Les grands-parents quittent donc la salle des fêtes sans elle. À 2h45, un couple d'invités discute rapidement avec Maëlys. À 2h46, sa maman la cherche pour danser avec elle et ne la trouve pas. Le laps de temps pendant lequel Maëlys a disparu est donc très restreint. En à peine quelques minutes, elle est introuvable. En plus de cette reconstitution, les battues dans la commune et autour continuent. Les maisons sont fouillées, les champs, les forêts et les chemins ratissés. Un hélicoptère se joint aux recherches. Des plongeurs vont sonder les points d'eau autour de la salle des fêtes.
Et enfin, des spéléologues explorent les cavités et les grottes de la région. À ce moment-là, vu le contexte de la disparition, on peut penser à un accident. La petite fille aurait pu décider de quitter toute seule la salle des fêtes et de s'aventurer dans un endroit où elle serait bloquée. On exclut immédiatement la fugue volontaire, aucun élément ne faisant penser que la petite fille aurait choisi de s'enfuir. Mais après plusieurs jours de recherche, ne trouvant rien, la piste de l'accident est petit à petit abandonnée. Si la fillette s'était vraiment aventurée quelque part, on l'aurait retrouvée après tout ce temps, surtout que la zone est minutieusement ratissée. La piste de l'enlèvement s'impose alors. Quelqu'un aurait profité du mariage pour s'approcher de la salle des fêtes et enlever la petite fille. Une équipe cynophile constituée de policiers accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche de personnes suit la trace de Maëlys jusqu'au parking de la salle des fêtes, puis les chiens s'arrêtent net. Pour les enquêteurs, cela signifie clairement que Maëlys est montée dans un véhicule qui était garé sur ce parking. Et forcément, ça soulève une première interrogation. Est-ce que c'est l'un des invités qui était présent au mariage qui a enlevé Maëlys ? Les casiers judiciaires des convives sont vérifiés et toutes les photos et vidéos de la soirée sont saisies et analysées. Il y a une première piste assez vague. Le gardien de la salle des fêtes, dont la maison est située juste à côté, est interrogé. Sa maison est également fouillée, mais on ne trouve rien. C'est alors qu'un des invités, un homme de 34 ans, commence à être soupçonné par les gendarmes. Il a été interrogé, comme tous les autres invités, et les enquêteurs remarquent des incohérences dans son récit. Il est donc interpellé et placé en garde à vue le jeudi 31 août, 5 jours après la nuit de la disparition de Maëlys. Pas très proche des mariés, il n'était pas prévu initialement parmi les invités, mais il s'est en quelque sorte incrusté au mariage. On ne sait pas grand-chose sur lui à ce moment-là. Par contre, les enquêteurs remarquent des omissions, voire des mensonges, lorsqu'ils comparent ses déclarations à celles des autres convives. Par exemple, il dit être resté toute la soirée au mariage sans s'absenter. Toutefois, d'autres invités disent l'avoir vu quitter la cérémonie et revenir un peu plus tard. Et il remarque aussi que sa tenue a changé entre-temps. Autre chose, l'homme possédait plusieurs téléphones portables. Au cours de la soirée du 26 août, c'est-à-dire le soir du mariage, il a éteint l'un de ses téléphones alors qu'il ne le fait pas habituellement. Et le lendemain de la disparition de la petite fille, il a résilié sa ligne téléphonique. Et enfin, cet homme, la mère de Maëlys, l'a remarqué pendant la soirée. Peu de temps avant de disparaître, Maëlys était venue vers sa maman pour lui demander si elle l'autorisait à aller voir les chiens de son copain. Jennifer, à ce moment-là, ne comprend pas. De quel copain parle Maëlys ? Sa petite fille lui explique que son copain, c'est l'homme assis plus loin à qui elle parle depuis un moment, et il souhaite lui montrer des photos de ses chiens sur son téléphone. Jennifer accompagne alors Maëlys vers l'individu, qu'elle ne connaît pas, et ils échangent quelques banalités. Mais ces échanges avec la petite fille, il ne les a pas mentionnés aux gendarmes. Interrogé, il dit seulement avoir aperçu la petite fille lors de la soirée, mais il ne dit pas qu'il l'a approchée ou qu'il lui a parlé. Plus tard, quand Jennifer remarque la disparition de sa fille, elle cherchera aussi cet homme afin de lui demander s'il n'avait pas vu Maëlys, mais elle ne le trouve pas. Il ne reviendra à la salle des fêtes qu'après l'arrivée des gendarmes et dira à Jennifer n'avoir pas vu Maëlys avec un air très détaché. Et Jennifer trouve cela étrange. Tout le monde est inquiet, en train de chercher Maëlys, et lui, qui fait sûrement partie des dernières personnes à l'avoir vue, n'a pas l'air bouleversé. Cet homme dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est Nordal Lelandais. Aujourd'hui, vous savez que c'est lui le coupable. Mais à ce moment de l'enquête, il fait simplement figure de suspect. Certes, il a fait des déclarations mensongères, mais ça ne suffit pas pour affirmer qu'il est responsable de la disparition de Maëlys. Et il a effectivement un casier judiciaire. En revanche, les mentions qui y sont présentes n'ont rien à voir avec un quelconque enlèvement d'enfants, puisqu'en 2009, il a été condamné pour l'incendie d'un bar avec des complices. Lorsqu'il est placé en garde à vue le 31 août, il dit qu'il ne sait rien. Il n'a pas vu Maëlys, il ne l'a pas enlevée et il ne sait pas où elle est. Pendant la garde à vue, les gendarmes remarquent qu'il présente des griffures sur les bras. Il leur répond qu'il s'est blessé en jardinant. Lorsque sa garde à vue prend fin le 1er septembre, il est relâché.
Et libéré, il ne manque pas de répondre à des questions au téléphone lorsqu'il est appelé par des journalistes. Il a l'air assez détendu, il déclare qu'il n'a rien à cacher, il a répondu à toutes les questions des gendarmes. Il se dit très traumatisé par ce qu'il appelle « cette expérience ». Mais seulement 3 jours plus tard, soit le 3 septembre 2017, il est mis en examen par le juge d'instruction et est placé en détention provisoire. Les enquêteurs vont alors se concentrer sur lui. Très vite, des témoins viennent leur rapporter qu'ils ont vu Nordal Lelandais en train de nettoyer méticuleusement son véhicule le dimanche 27 août. Pendant que les convives restés sur place se regroupaient pour participer à la recherche de Maëlys, lui a passé plus de 2 heures à nettoyer sa voiture. Sur les vidéosurveillances, on voit qu'il se concentre particulièrement sur l'intérieur du véhicule, notamment le coffre et le côté passager, sur lesquels il passe respectivement 47 minutes puis 25 minutes. En plus, au lieu de jeter les lingettes qu'il utilise pour le nettoyage dans les poubelles de la station de lavage, il emporte tout avec lui. Les gendarmes vont aussi retracer son parcours lors de la soirée du 26 août. À 2h46, il met son téléphone en mode avion. Cela correspond exactement au moment où Jennifer commence à chercher sa fille pour lui proposer de danser avec elle. 1 minute plus tard, son véhicule, une Audi A3 grise, est filmé dans le centre-ville de Pont-de-Beauvoisin. Sur la vidéosurveillance, on aperçoit quelque chose qui glace le sang. Sur le siège passager du véhicule, on remarque une petite silhouette frêle vêtue d'un vêtement blanc. À 3h24, le même véhicule est filmé par la même caméra de surveillance, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Cela correspond au moment où Lelandais retourne à la salle des fêtes. À 3h57, il quitte définitivement la salle des fêtes avant de rentrer chez lui, mais seulement aux alentours de 7h du matin. À ce moment-là, on ne sait rien de son parcours pendant ces 3 heures. On n'a pas le bornage téléphonique, sa voiture n'est repérée sur aucune route et aucun témoin ne se manifeste. Alors qui est ce suspect du nom de Nordal Lelandais ? Comme je vous l'avais dit, ce que les gendarmes savent sur lui dans un premier temps, c'est simplement une mention au casier judiciaire. On sait aussi que de temps en temps, il deale du cannabis. Nordal Lelandais est né le 18 février 1983. Son prénom, qui est assez particulier, a une origine scandinave. Il n'obtient pas son baccalauréat et en 2001, il s'engage dans l'armée française. Il devient maître chien au camp des Suippes, dans la Marne. En 2003, il est nommé caporal. Mais en 2005, il est réformé en raison de ses troubles psychiatriques. Il enchaîne alors les petits boulots tout en gardant ses bergers malinois avec lui. Un peu avant 2017, il retourne vivre chez ses parents. Du côté de ses relations, il en a connu plusieurs, dont une qui s'est mal terminée, puisque son ex-compagne a porté plainte contre lui pour mise en danger de la vie d'autrui en juillet 2017, soit 1 mois seulement avant la disparition de Maëlys. Mais cette plainte n'a pas donné lieu à une enquête ou à une sanction. 1 mois après la disparition de la petite fille, les 2 parents de Maëlys, Jennifer et Joachim, s'expriment lors d'une conférence de presse. Ils ont l'air complètement abattus, mais font preuve d'une part d'espoir. Ils s'adressent directement à Lelandais et lui demandent de leur dire où se trouve Maëlys. Placé en détention provisoire, Lelandais formule une première demande de libération au mois de janvier 2018. Mais cette dernière est refusée par les magistrats. Le 8 février, il fait appel du rejet de la demande de libération. En gros, il conteste et persiste dans sa volonté d'être libéré. Le même jour, le 8 février, les parents de Maëlys reçoivent un appel pour les informer des avancées de l'enquête. Ils reçoivent une nouvelle à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le laboratoire a réussi à identifier une trace ADN de Maëlys dans le véhicule de Lelandais. Face à cette découverte, il est à nouveau interrogé par les enquêteurs. Il commence par affirmer qu'il ne comprend pas cette trace. Et ensuite il dit qu'il se rappelle. Le soir du mariage, des enfants, dont Maëlys, sont montés dans son véhicule pour récupérer un ballon de foot qui était tombé. Mais les enquêteurs insistent et lui mettent la pression car ils sentent que cette explication n'est qu'un mensonge. La maison des parents de Lelandais, dans laquelle il vivait depuis plusieurs années, est perquisitionnée, mais rien n'est retrouvé. Le 14 février, il demande à être entendu par les magistrats.
Il leur dit se souvenir maintenant de ce qu'il s'est passé la nuit de la disparition de Maëlys. La petite fille serait morte accidentellement et il aurait dissimulé son corps dans le massif de la Chartreuse, à 20 minutes environ de Pont de Beauvoisin. Le jour même, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, annonce en conférence de presse que des restes d'enfants ont été découverts à l'endroit désigné par le Landais. Malgré cette découverte, ce dernier refuse de s'exprimer sur les circonstances exactes de la mort de la petite fille. Le 10 mars, soit près d'un mois après la découverte du corps, le Parisien publie un article sur l'enquête. On apprend que l'historique de connexion de Le Landais montre une consultation habituelle de sites pédopornographiques, notamment le soir de la disparition de Maëlys. L'autopsie du corps de Maëlys montre une fracture de la mâchoire qui lui a été occasionnée alors qu'elle était encore vivante. Le Landais affirme que la petite fille serait décédée après une claque qui lui aurait assénée alors qu'elle se trouvait dans son véhicule, peu de temps après l'enlèvement. Mais quelques semaines après, il revient sur ses aveux et dit qu'il a en fait asséné plusieurs coups violents à la petite fille. Mais l'affaire Maëlys n'est pas la seule dans laquelle est impliqué le Landais. Le titre de cet épisode fait référence au fait que la police, à l'aide du logiciel Anacrime, qui permet de recouper des affaires et de trouver des liens entre elles, a relié le Landais à près de 1000 affaires non élucidées. Évidemment, il est peu probable que le Landais ait effectivement commis 1000 crimes, mais la police considère que près de 40 de ces dossiers présentent un caractère sérieux et méritent des enquêtes approfondies afin de savoir si le Landais en est l'auteur. En tout cas, le parcours criminel de Le Landais ne s'arrête pas ici. Alors que l'enquête sur le meurtre de la fillette n'est pas encore terminée, les policiers s'intéressent de près à Le Landais dans une autre affaire. Dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, Arthur Noyer, un caporal du bataillon de chasseurs alpins de 23 ans, disparaît aux abords d'une discothèque de Chambéry. Sa famille s'inquiète très rapidement qu'il ne donne pas de nouvelles. Son bataillon également. Il était très bien intégré au sein de l'armée et s'entendait bien avec tous ses camarades. Une plainte est donc déposée pour signaler sa disparition. Les amis d'Arthur mènent l'enquête de leur côté, en allant demander si aux alentours de la base militaire des gens l'avaient vu. Les caméras de vidéosurveillance de la ville de Chambéry sont saisies, car on sait que Arthur s'y trouvait juste avant sa disparition. Vers 3 heures du matin, il quitte la boîte de nuit Le Carré Curial qui se situe au centre-ville de Chambéry, et il prend à pied la direction du bataillon. Sur les vidéos, il paraît assez alcoolisé, il titube en marchant et aide des voitures pour qu'elles le prennent en stop. Et d'un coup, les images d'Arthur s'arrêtent. Et c'est pareil pour l'équipe cynophile. Le chien s'arrête net. Comme pour Maëlys, on suppose donc que Arthur est monté à ce moment-là dans un véhicule. Plusieurs mois après la disparition d'Arthur Noyer, l'enquête n'avance pas beaucoup. On sait simplement que son téléphone a borné au centre-ville de Chambéry vers 3h01 du matin, puis à 6 km de là vers 3h05. Il était donc dans un véhicule en mouvement. À 4 heures, son téléphone est éteint et cesse d'émettre. Sur les caméras de surveillance de la ville de Saint-Baldeuf, les policiers isolent un véhicule qui les intéresse. On y voit une Audi A3 grise, dont on ne peut pas lire la plaque d'immatriculation, mais on repère certains traits caractéristiques, comme un sticker ou un défaut d'éclairage. La voiture a l'air de tourner dans le secteur au moment où Arthur s'y trouvait. En septembre 2017, un crâne est découvert par un promeneur près de Montmélian, à 16 km de Chambéry. Mais à ce moment-là, on ne le compare pas à l'ADN d'Arthur Noyer. En décembre 2017, alors que les policiers sont depuis plusieurs mois sur la piste Le Landais, ils font le rapprochement entre le meurtre de Maëlys, pour lequel il est à ce moment-là mis en examen et en détention provisoire, et la disparition du caporal Noyer. Le lien est principalement fait grâce au véhicule de Le Landais, qui est une Audi A3 grise. À première vue, le rapprochement n'est pas forcément évident. Les profils des deux victimes ne sont pas du tout les mêmes. Mais les recoupements faits par la cellule d'enquête permettent de mettre en évidence une parfaite concordance dans les déplacements de Le Landais et ceux d'Arthur Noyer la nuit de sa disparition. Par ailleurs, le rapprochement entre les deux affaires peut être fait parce que Chambéry ne se trouve qu'à une trentaine de kilomètres de Pont de Beauvoisin. Et d'ailleurs, le village où Le Landais a caché le corps de Maëlys se trouve pile entre ces deux endroits.
La cellule d'enquête se souvient alors du crâne qui a été retrouvé quelques mois plus tôt. Il va enfin être comparé à l'ADN d'Arthur Noyer et on va pouvoir confirmer qu'il s'agit bien du corps du caporal. Le 20 décembre 2017, le Landais est mis en examen pour le meurtre du caporal Noyer. Le Landais avoue avoir tué Arthur Noyer alors qu'il l'avait prise en stop cette nuit-là. Mais encore une fois, comme pour Maëlys, il minimise. Il dit qu'une bagarre a éclaté entre lui et Arthur et qu'il en est mort, mais encore une fois, il ne voulait pas le tuer. Il avoue donc tout au plus des faits de violence entraînant la mort sans intention de la donner, ce qui oblige les enquêteurs à prouver l'intention spécifique de vouloir donner la mort pour pouvoir le poursuivre pour meurtre ou pour assassinat si la préméditation est caractérisée. Cette minimisation de sa responsabilité joue évidemment en sa faveur. La peine prévue pour les violences entraînant la mort sans intention de la donner est de 15 ans de réclusion criminelle, contre 30, voire la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu'on parle de meurtre ou bien d'assassinat. Le procès pour le meurtre du caporal Noyer a lieu avant le procès pour le meurtre de Maëlys. Le 3 mai 2021, la cour d'assises de la Savoie à Chambéry le condamne à 20 ans de prison pour l'homicide volontaire d'Arthur Noyer 4 ans plus tôt. Il est donc reconnu coupable d'avoir voulu donner la mort au caporal. Sa théorie de la mort accidentelle est rejetée. En revanche, la préméditation n'a pas été caractérisée. Au procès, les faits sont reconstitués. Ce soir-là, Nordal Lelandais a envoyé des dizaines de messages à une ex-compagne, dans lesquels il insiste pour la rencontrer, pour avoir une relation sexuelle avec elle. Mais cette dernière refuse, et il décide donc de se mettre en chasse dans le centre-ville de Chambéry. Sur le mobile du meurtre, on sait que Lelandais avait des relations homosexuelles qu'il cachait à son entourage. Un ancien compagnon de Lelandais raconte une simulation d'enlèvement dans un coffre de voiture suivie d'une relation sexuelle. On pense donc que cette nuit-là, il a repéré Arthur, qui était alcoolisé, et a profité de l'occasion pour le prendre en stop. À un moment, il a peut-être essayé de le forcer à avoir une relation sexuelle avec lui, et le caporal Noyer s'est sûrement débattu. Le mobile du meurtre est donc sexuel. Nordal Lelandais est donc incarcéré après cette condamnation, mais il sait que ce n'est pas terminé, puisqu'il doit encore être jugé pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys. Ce procès s'ouvre donc le 31 janvier 2022, à l'issue duquel il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Maëlys. Au procès, il n'a pas été possible de démontrer que la petite fille a subi des violences sexuelles. Mais les recherches de Lelandais ce jour-là, ainsi que la consultation régulière de sites pédopornographiques le laissent présager. Et malgré ces deux condamnations, ce n'est pas terminé. Il y a d'autres affaires dans lesquelles Lelandais est impliqué. Il est par exemple soupçonné d'agression sexuelle sur plusieurs enfants. Tous ces faits ont été découverts après l'ouverture de l'enquête sur le meurtre de Maëlys. Le 4 juillet 2018, il est mis en examen pour agression sexuelle sur sa petite cousine de 6 ans. Cette agression a été découverte après la saisie du téléphone de Lelandais et le visionnage d'une vidéo dans laquelle on voit la petite fille endormie pendant que Lelandais l'agresse sexuellement tout en filmant ses gestes horribles. Quelques mois plus tard, il est mis en examen pour des faits de même nature, c'est-à-dire une agression sexuelle sur mineur commise sur la fille d'un couple d'amis de Lelandais. De la même façon, c'est une vidéo de l'agression qui a été retrouvée sur son téléphone. Enfin, le 1er juillet 2019, une cousine de Lelandais porte plainte contre lui. Il l'aurait agressée sexuellement le jour de l'enterrement de son père en 2017, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Après l'agression, il lui aurait interdit d'en parler tout en la menaçant de mort si elle le faisait. Lelandais est donc un criminel sériel qui a sévi plusieurs fois, et certainement bien avant 2017, puisque c'est la disparition de la petite Maëlys qui a permis de retrouver toutes les autres affaires, mais on peut légitimement douter du fait qu'il a commencé sa série criminelle en 2017. De plus, comme je vous le disais, les enquêteurs s'interrogent sur la participation de Lelandais à d'autres crimes. On pense qu'il peut s'agir d'un tueur en série qui avait déjà tué avant Maëlys. Et sur les 900 dossiers auxquels il a été relié, les enquêteurs en ont extrait environ 40, dans lesquels on pense que Lelandais est une piste très sérieuse. Il s'agit principalement d'affaires de disparition et de meurtres entre 2009 et 2017. Parmi les disparitions dans lesquelles on le soupçonne sérieusement, il y a Jean-Christophe Morin, qui avait 22 ans au moment de sa disparition, et Ahmed Amadou, qui était âgé de 45 ans.
Tous les deux ont disparu lors d'un festival de musique électro en Savoie, en septembre 2011 pour le premier et en septembre 2012 pour le second. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur ces disparitions, mais les enquêteurs se penchent sur l'implication de Lelandais. Il est suspecté dans une autre disparition, celle de Lucie Roux en 2012. Cette dernière avait croisé la route de Lelandais alors qu'ils étaient tous les deux hospitalisés en psychiatrie. Nous verrons donc avec le temps si les enquêtes permettent de relier Lelandais à ces différentes affaires. Voilà pour l'affaire Nordahl-Lelandais. Merci à vous de m'avoir écouté, très bonne semaine et à bientôt dans les secrets du crime.